Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'impôt sur les sociétés en agriculture. L'impôt sur la société est un impôt qui est très connu dans les domaines de l'artisanat, du commerce, au moins au niveau des professions libérales, et assez méconnu au niveau agricole. Ceci pour des raisons culturelles, euh, d'une part, euh, puisque généralement il existe au niveau du régime des bénéfices agricoles pas mal de particularités, pas mal de régimes adaptés spécialement à l'agriculture. Cette raison-là contribue au fait que historiquement le régime de l'impôt sur la société était finalement peu utilisé en agricole. Ceci dit, depuis quelques années, ce régime a tendance à se développer. Il n'est pas rare que l'on croise de plus en plus l'impôt sur les sociétés euh, dans nos sociétés agricoles, tout simplement. Ce qui est intéressant de dire, c'est que, outre ce côté culturel qui tente en fait au rapprochement de l'exploitation agricole vers le droit des entreprises de façon générale, il y a également une raison qui est tout à fait pragmatique, c'est que le taux de l'impôt sur les sociétés tend à diminuer, c'est-à-dire que historiquement, il existait un taux de 33% qui vient de passer à 28 et qui devrait, c'est un petit peu repoussé ces derniers mois suite aux événements, passer à 25, en tout cas à la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron. Et la particularité, c'est qu'il y a donc, la particularité, c'est qu'il joue la question en dessous. La particularité, c'est que jusqu'à 40 000 euros de bénéfice, il y a un taux de 15%. Donc ce taux réduit, là, ce qu'il y a marqué sur le PowerPoint, d'IS, euh, finalement, est assez séduisant, notamment pour les exploitations agricoles qui présentent un résultat assez fort. Cependant, ce qui est important, c'est de ne pas céder à l'aspect mode ou à l'aspect immédiateté du gain, dans le sens où je suis aujourd'hui fortement imposé. On me parle de l'impôt sur les sociétés, on me dit que le taux d'impôt de l'impôt sur les sociétés, c'est 15% jusqu'à 38 100 euros. Au-delà, finalement, c'est 33. Je m'aperçois que moi, je suis finalement plus imposé et je décide de basculer de façon un petit peu abrupte sur l'impôt sur la société. Les pièges, finalement, se trouvent dans ce passage-là, parce qu'avant de basculer donc, vers ce régime d'impôt sur la société, c'est quand même important d'étudier les conséquences, puisque qui dit changement de régime fiscal, dit cessation d'entreprise, cessation de l'activité qui était réalisée sous l'égide des bénéfices agricoles, du régime de l'impôt sur les sociétés de personnes. Donc, l'objectif aujourd'hui du webinaire que je présente est de faire le point un petit peu, de présenter comment fonctionne l'impôt sur la société, pourquoi il apparaît de temps en temps comme opportun, et surtout quelles sont les précautions à prendre pour éviter que le basculement vers ce nouveau monde finalement, ne se révèle être un petit peu dramatique ou entraîne des conséquences préjudiciables, des dommages collatéraux que l'on n'aurait pas, que l'on aurait mal évalués. Alors, dans la présentation, donc, vous voyez, on a pour objet les 3 points que je viens un petit peu de lister, c'est-à-dire présenter l'intérêt de l'impôt sur la société, à quoi ça sert, insister sur les conséquences malheureuses d'un changement de régime fiscal mal appréhendé et mal préparé. On le verra tout à l'heure, mais le fait qu'on peut opter à l'impôt sur la société. Qui dit opter dit ah ben c'est chouette finalement, je prends un courrier, je le signe, j'ai fait mon option, ça coûte 0, c'est parti. Le problème qu'il y a, c'est qu'une option mal maîtrisée entraîne des conséquences, on va voir lesquelles. Et l'idée, c'est de visiter succinctement en fin de webinaire. Je vois qu'il y a des gens qui n'ont pas d'image. Euh, je un petit peu peut-être, hein, parce que l'idée, c'est quand même, alors, non pas que ce soit. Voilà, ok. Donc le charge, c'est parfait. Et de visiter succinctement la possibilité permettant de passer à l'impôt sur la société, c'est-à-dire, OK, l'impôt sur la société, mais comment j'y vais finalement? Donc, vous les avez ici, les 3 points que nous allons étudier. Pourquoi je choisis l'IS? Quelles sont les conséquences du passage à l'impôt sur les sociétés et les modalités de passage à l'impôt sur les sociétés? On va commencer par ce qui finalement est fondamental. Et ce qui est le plus important, c'est pour quelles raisons j'irai rechercher l'impôt sur les sociétés. Alors, commençons. Tout d'abord, l'impôt sur les sociétés est une logique fiscale et sociale qui est totalement différente du régime que connaissent les exploitants agricoles qui les exploitent sous forme d'entreprises individuelles ou qui les exploitent sous forme de sociétés qu'on appelle soumis au régime fiscal des sociétés de personnes, c'est-à-dire le régime du BA que vous connaissez tous.
En fait, l'idée majeure de l'impôt sur les sociétés est de vraiment dissocier l'individu de la société. L'individu a sa vie, la société a sa vie. Derrière, on ressent une volonté d'arriver à une certaine justice fiscale. Comment ça fonctionne? Tout simplement, l'expert comptable établit la comptabilité de la société, c'est-à-dire le résultat de l'exploitation, et ce bénéfice-là, je prends l'exemple d'un bénéfice, forcément je ne vais pas prendre l'exemple d'un déficit, ce bénéfice-là est taxé à 15% jusqu'à 38 120 € de bénéfice et 33% au-delà. Donc, ça, c'est vraiment l'avis de la société. On détermine son bénéfice et sur son bénéfice, elle paye son impôt. Parmi les charges de la société, il y a la rémunération de l'exploitant. La rémunération de l'exploitant, au niveau de l'impôt sur la société, est une véritable charge. Ça veut dire quoi? Vous l'avez marqué en rouge sur le PowerPoint qui défile, c'est qu'on assiste à un principe de justice fiscale, c'est-à-dire que la société vit sa vie et payera son impôt, d'accord? Mais moi, de mon côté, personne physique, associé exploitant, je vais finalement payer de l'impôt et on verra après des cotisations sociales, uniquement sur les revenus que j'appréhende, c'est-à-dire sur les revenus que je prélève réellement sur mon exploitation agricole. Un petit rappel avant de passer à l'étape d'après, lorsque je suis soumis lorsque je suis en entreprise individuelle, ouais, ou lorsque je suis soumis, je suis plutôt membre associé d'une société soumise au régime des sociétés de personnes, là la logique est tout autre. Dans les sociétés classiques que l'on connaît, non soumises à l'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire GAEC, EARL, l'associé est imposé personnellement sur la quote-part qu'il détient dans les résultats de l'entreprise. Et ceci, qu'ils prennent des revenus ou qu'ils n'en prennent pas. Donc, on peut avoir certains cas de figure où nous avons des associés, nous avons des dirigeants d'entreprise qui se retrouvent imposés sur des sommes qu'ils n'ont finalement pas pris, puisque destinées à l'autofinancement, etc. Le premier point que j'appelle moi la justice fiscale, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a l'intérêt majeur de l'impôt sur les sociétés, c'est je paierai de l'impôt personnellement sur les sommes que j'appréhende. Derrière, forcément, une conséquence, alors pour le coup, qui résulte de cette justice, enfin, finalement fiscale et sociale, c'est la limitation de l'assiette sociale. En effet, sont soumis à cotisation sociale, pour les dirigeants, pour nos associés exploitants, pour nos gérants, les rémunérations du travail et éventuellement les dividendes. C'est quoi un dividende? C'est la distribution des bénéfices. Alors là, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a une loi de 2013 qui est venue un petit peu changer les choses. Donc, c'est compliqué, je ne peux pas grand-chose. C'est-à-dire les dividendes qui sont distribués à l'associé exploitant ou au gérant ou à sa famille au-delà des 10% des capitaux propres qu'il détient, alors 10% du capital, majoré du solde moyen des comptes courants, mais je ne vais pas rentrer volontairement dans le détail. Alors, ces sommes que j'appréhende au titre de la rémunération du travail ou qui dépassent le seuil de 10% du capital plus le solde moyen des, capitaux, des comptes courants, soumis à cotisation AMSA. Alors, ce qui est intéressant, c'est donc ça. 2 points. On prend ce diapo parce qu'elle est quand même essentielle. 1, je vais payer les cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu uniquement sur les revenus que je prends réellement de la société. Donc, d'où le côté justice. Quand, petit focus particulier pour mon assiette sociale, mon assiette sociale comprend bien éventuellement, bien évidemment plutôt mes rémunérations, mais elle s'applique également sur certains dividendes, c'est-à-dire les dividendes qui dépassent un montant égal à 10% du capital social plus des comptes courants associés. Petit rappel sur les conditions de l'impôt sur les sociétés. Comme je l'ai dit tout à l'heure, jusqu'à 38 120 €, le taux de l'impôt sur les sociétés est de 15%. Pour bénéficier de ce 15%, on l'oublie souvent quand on est en phase de création, donc attention, soyez vigilants, il faut que le capital soit entièrement libéré.
Pour bénéficier également de ce taux réduit, des petites particularités, il faut que le capital social de la société soit détenu au moins à 75% par des personnes physiques ou par des sociétés détenues elles-mêmes par des personnes physiques. Donc, ma société, elle paye un taux de 15% ou de 33%. Moi, associé, je paye de l'impôt, et on le verra après les cotisations sociales, MSA, sur l'argent que je prélève. Fiscalement, l'argent que je prélève, il peut être que de deux catégories. Soit c'est un traitement des salaires, on appelle ça une rémunération article 62, soit c'est un dividende. Les rémunérations, c'est-à-dire qui résultent de la décision d'Assemblée générale qui m'octroie une rémunération en qualité de dirigeant d'entreprise, sont à déclarer dans la déclaration de revenus, c'est-à-dire la déclaration qu'on appelle communément 2042, comme un article 62, retenez traitement des salaires, ce sera plus simple. Quant au dividende, dividende c'est quoi? Je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est je me distribue des bénéfices. Je peux choisir d'avoir une rémunération, puis à la fin de l'année, je constate que j'ai des bénéfices et que je vais prendre tout ou partie de ces bénéfices. Comment ça fonctionne? Fiscalement, il y a eu une grande modification qui est assez récente, qui est une grosse année, c'est-à-dire que vous avez en fait deux choix. Soit ces dividendes sont soumis à ce qu'on appelle la flat tax, c'est-à-dire taxés à 30%. Dans les 30%, attention, il y a une partie, c'est la CSG, qui est le 17 de points, on en parle beaucoup de cette CSG, et une partie qui est l'impôt, de 12,1%. Donc soit ma société paye pour moi 30%, j'ai payé 30% à l'État et je suis libéré, soit je décide finalement, c'est le régime ancien finalement, de porter le montant que je me suis distribué dans ma déclaration d'impôt sur le revenu, et là je vais pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle un abattement de 40%. Le choix entre les deux, finalement, se fait en fonction du taux d'imposition du foyer fiscal. Je vous l'ai dit tout à l'heure, dans ma flat tax, il y a une partie, c'est la CSG, bon, ça, on l'a dans les deux cas, donc allié toujours à la CSG, mais mon taux d'impôt, mon réel taux d'impôt, c'est 12 heures. Alors, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regarder, est-ce que si je choisis de soumettre au barème progressif les dividendes, ça me fait une imposition supérieure ou inférieure à 12 heures. Si c'est inférieur, l'ancien régime, le barème progressif est intéressant. Si je suis au-dessus, bien finalement, la flat tax est intéressante. Donc, soit je prends de la rémunération, c'est comme des salaires, soit je prends des dividendes avec une modalité particulière de taxation. Et ces deux alternatives, je sais c'est un petit peu compliqué. Voilà. Socialement, comme je vous disais tout à l'heure, on verra mes rémunérations, je les soumets à MSA, et les dividendes, dans certains cas, c'est-à-dire uniquement lorsque les dividendes dépassent 10% de mon capital et du solde moyen de mes comptes courants. Vous avez ici un petit tableau qui résume assez bien les choses et qui compare surtout le régime de l'impôt sur le revenu avec le régime de l'impôt sur les sociétés. Vous voyez, à l'impôt sur le revenu, on s'aperçoit que, d'une part, la rémunération du travail, elle est non déductible du résultat fiscal de la société et qu'elle relève de la catégorie BA-BIC. Sur ce point, une petite explication. Certes, comptablement, on déduit la rémunération de l'exploitant, donc le résultat d'exploitation qui ressort d'une société est diminué de la rémunération de l'exploitant, mais fiscalement, cette rémunération, on la réintègre. Ça veut donc dire, grosso modo, que c'est un petit peu neutre. Au niveau de l'impôt sur les sociétés, la rémunération du travail est parfaitement déductible du résultat fiscal de la société. C'est un article 62, comme je viens de vous dire. On passe à la diapo d'après, sur les aspects sociaux, parce que ça c'est intéressant. Sociaux, c'est-à-dire aspect cotisation MSA. À l'impôt sur le revenu, je vous l'ai dit tout à l'heure, finalement, ma base de calcul des cotisations sociales, mon assiette, c'est quoi? C'est l'ensemble des bénéfices perçus par l'associé exploitant. Alors c'est là où le côté injuste peut apparaître de temps en temps, c'est-à-dire qu'on prend ma quote-part de bénéfices que j'ai de l'entreprise, quelque chose de bête, hein, je ne suis pas matheux. Si j'ai 100 et que j'ai 50% de l'entreprise, et que le bénéfice qui est de 100, ça m'a rajouté 50, et on majore ces bénéfices de l'éventuelle rémunération que je m'étais pris. Bref, traduction, l'assiette sociale correspond un petit peu à l'assiette fiscale, c'est-à-dire qu'elle correspond aux bénéfices. Alors la particularité, c'est que finalement, je ne maîtrise pas cette assiette. Que je prenne, que je ne prenne pas
cet argent, comme le cas de quelqu'un qui décide de réinvestir massivement des bénéfices de l'entreprise dans des acquisitions de matériel, etc., bien on ne va pas regarder qu'est-ce qu'il en fait. Finalement, que l'on réinvestit, que l'on laisse les sommes de l'entreprise, qu'on les distribue aux associés, c'est le même traitement. Je cotise sur mes bénéfices agricoles. À l'impôt sur les sociétés, la logique est tout autre. Vous l'avez, je cotise sur quoi? Sur ma rémunération du travail que j'ai voté à l'Assemblée générale et que j'ai pris. Et, je vous l'ai expliqué plusieurs fois tout à l'heure, pour partie sur les dividendes que je me distribuerai. Pour les associés non exploitants, comment ça marche? C'est-à-dire, là, je parle d'associés qui seraient porteurs de parts, mais qui n'effectueraient aucune activité particulière dans la société. À l'impôt sur le revenu, je déclare finalement en BA mes revenus, ma quote-part de résultat. Et bien sûr, je paye la CSG aussi, donc impôt plus CSG. Par contre, pour les associés non exploitants, au régime de l'impôt sur les sociétés, par principe, ils ne payent rien, sauf si l'on décide de se distribuer les bénéfices. Si l'on décide de se distribuer les bénéfices, alors on revient à la diapo que nous avons vue tout à l'heure, c'est-à-dire mes dividendes sont des revenus de capitaux mobiliers, soit je soumets à la flat tax, 30%, soit je décide que mes dividendes, je vais les porter dans la déclaration d'impôt sur le revenu, et donc je vais les soumettre au barème progressif après abattement de 40%. L'IS, outil de gestion de l'entreprise. Ceci, en fait, ça paraphrase un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est quand même là une des raisons principales qui met en évidence aujourd'hui l'intérêt qu'ont les entrepreneurs pour l'impôt sur les sociétés. Le choix de gestion rémunéré ou distribué. Alors, je peux un petit peu comparer ceci je compare ceci à la possibilité d'avoir en main l'ensemble des manettes de l'entreprise. Premièrement, j'ai le choix de prendre des sous ou de ne pas prendre des sous en tant que personne physique, en tant qu'associé. Forcément, si je prends peu de sous, je limite mon assiette de cotisation sociale et mon impôt. Donc, si je choisis de plutôt investir, j'évite de payer des cotisations sociales et de l'impôt sur de l'argent que je n'appréhende pas. Second point, j'ai une possibilité, c'est d'arbitrer aussi entre rémunération et dividende. Ces termes ne sont pas forcément aisés pour les gens qui n'en ont pas l'habitude. Mais la rémunération, c'est quelque chose qui me permet d'avoir des droits. Alors, je parle de la retraite, je parle de la couverture sociale, etc. C'est comme un salaire, ça n'est pas un. C'est comme un salaire. Et les dividendes, c'est évidemment le partage des bénéfices de l'entreprise, qui, eux, sauf certains cas de figure, ne sont pas soumis à cotisation sociale. La nature juridique même de ces deux types de rémunération est différente. La rémunération du travail compense un travail, tient compte du fait que j'ai passé des heures à travailler. La distribution de bénéfices, elle, vient sanctionner les performances économiques de l'entreprise et le droit pour les actionnaires de choisir de distribuer certains bénéfices. Donc, choix de gestion, rémunéré ou distribué. En fait, on assiste vraiment, j'ai un petit peu les deux leviers dans les mains. Et chaque année, je dis, est-ce que je distribue? Est-ce que je prends de la rémunération? Si je prends de la rémunération, mes cotisations sociales s'élèvent à combien? Mon impôt s'élève à combien? Mais mes droits à retraite, ma protection sociale s'élève à combien? Est-ce que je prends des dividendes ou est-ce que je n'en prends pas parce que j'autofinance? Si je prends des dividendes, quel est le traitement fiscal? Vous voyez, quand je mets articulation subtile, c'est ce que je veux expliquer. Les rémunérations sont déductibles de l'assiette de l'IS, j'en ai parlé, mais les dividendes peuvent ne pas être soumis à cotisation de MSA, c'est-à-dire, on reprend l'exercice, c'est la chose compliquée du webinaire, c'est je prends mon capital social plus le solde moyen de mes comptes courants associés, et tout ce qui est en dessous de 10% de ce capital plus le solde moyen, eh bien, échappe à la MSA. Ce sont des vrais dividendes. Ce n'est pas un moyen uniquement pour échapper aux cotisations sociales, ce n'est pas l'objectif. Tout simplement, la nature même de ces revenus, c'est la distribution, ce sont des revenus capitaux immobiliers. Donc, vous l'avez en dessous, choix de gestion, capitalisé. Je pense que c'est l'axe majeur et l'intérêt majeur de l'impôt sur les sociétés, c'est de pouvoir choisir de ne pas distribuer, de ne pas appréhender, de ne pas prendre le sou, de laisser les sous de l'entreprise. De laisser les sous de l'entreprise, pas forcément pour thésauriser, de laisser les sous dans l'entreprise pour pouvoir investir.
Les bénéfices donc capitalisés après paiement de l'impôt sur la société ne supportent aucun prélèvement. Finalement, la société paye son impôt, se libère avec les fameux 15% dont je payé au début, et puis l'argent, puisque je ne l'appréhende pas, ne subit pas notre taxation. Ceci permet donc de couvrir les besoins de financement de l'entreprise et finalement de faire en sorte que l'entreprise ait les moyens de son investissement, de son plan d'investissement. Pour faire simple, et je reprends sur ma notion de justice que j'évoquais au tout début du webinaire, ceci permet d'éviter que l'on vienne me taxer sur de l'argent que je n'appréhende pas personnellement. Ensuite, le choix de gestion de la capitalisation peut aussi répondre à une optique de transmission de réserves. Tout simplement, ça veut dire quoi? Des mots un petit peu compliqués pour quelque chose qui est finalement assez simple. Les sous que je ne prends pas restent dans la société. S'ils restent dans la société, ils appartiennent à la société. Quand je transmets mes parts sociales à mes enfants, qui reprendront mon entreprise, je transmets le package total, l'actif, tracteur, matériel, etc., le passif, les dettes, mais éventuellement les réserves que j'aurais constituées. Sur ces bénéfices laissés en réserve, quelque chose d'important, et qui est le fondement de l'impôt sur les sociétés, tant qu'ils ne sont pas distribués, les bénéfices après impôt sur les sociétés ne supportent aucune taxation. Ils peuvent donc être mis en réserve, ou ce qu'on appelle couramment un report à nouveau, mais sur simple décision de l'Assemblée générale. En fait, à l'impôt sur les sociétés, on assiste à un retour en grâce, finalement, de ce qui est primordial, c'est-à-dire le droit des sociétés. Le droit des sociétés et la force de l'Assemblée générale. Soit je décide de me distribuer des revenus, que ce soit des rémunérations ou des dividendes, soit je décide de laisser l'argent dans la société et en réserve. Ce choix-là que je fais, j'ai le choix. Il y a des conséquences en matière économique de la société et il y a des conséquences en matière de pouvoir d'achat, puisqu'en fait je détermine les sous qui vont me permettre de vivre. Il y a des conséquences en matière d'assiette sociale. Il y a des conséquences en matière d'assiette fiscale. Alors, forcément, si je ne distribue jamais de bénéfices, la société conserve les sous. D'accord. On a donc une société qui est bien plus riche que si elle avait distribué les bénéfices. Jusque-là, on est toujours d'accord, je pense. Ceci veut dire que le fait de ne pas distribuer vient un petit peu augmenter la valeur de l'entreprise. L'IS, outil de gestion de l'entreprise au service de l'entreprise et du dirigeant. Alors, on va sûrement faire pas mal de petites paraphraser un petit peu ce que j'ai dit, mais c'est pas grave, puisque c'est la chose qui doit être comprise au terme de ce webinaire. C'est les réserves donc capitalisées. C'est quoi? C'est des sous qui ne sont pas distribués aux associés. Permettent à l'entreprise quoi? De se développer, d'investir. Finalement, ceci permet d'éviter que les sommes destinées à l'investissement ne supportent le poids des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, qui est un taux progressif. Ainsi, les réserves peuvent être mobilisées pour faire quoi? Pour faire soit de l'investissement productif, j'ai un tracteur, un camion qui me permettent finalement d'accomplir mon activité. Soit, éventuellement, on peut toujours mobiliser ces réserves pour aller vers de la diversification. C'est quoi la diversification? C'est investir dans des placements, faire en sorte que la société plutôt investisse dans des placements divers, des placements financiers, placements immobiliers, etc. Et l'IS au service de la transmission, on reprend ce que je dis tout à l'heure, c'est-à-dire si je décide de ne pas distribuer la totalité de mes réserves parce que je n'ai pas forcément besoin d'appréhender tous les sous de la société, et finalement, les sous qui sont laissés en réserve permettent finalement d'enrichir la société, et au moment de la transmission de cette société, la société coûtera forcément plus cher. Bon. Et là, on pourrait se dire, ben oui, mais en fait, finalement, je ne distribue pas les bénéfices pour éviter de payer d'impôts sur le revenu sur des sommes que je n'appréhende pas. Mais si c'est pour venir gonfler la valeur de l'entreprise, et au jour où je la transmets, payer des droits de mutation, c'est-à-dire des droits de donation ou de succession, surélevés, des droits de succession qui seraient gonflés par le gonflement de la réserve, je ne trouve pas que ce soit aussi sympa que ça. Eh bien, finalement, il existe, pour faire en sorte de transmettre aux entreprises, des mécanismes
sur lesquels je vais ne pas m'attarder, mais le premier s'appelle le mécanisme du pacte du trade. Le pacte du trade, c'est quoi? C'est quelque chose qui permet de faire en sorte d'économiser 75% des droits de mutation, de succession, droits de notion. Ainsi, alors, il y a des conditions, forcément, conditions de conservation des titres que l'on vient de donner ou que je reçois en succession, et grosso modo, conditions que l'un des signataires du pacte ou des donataires continue d'avoir son activité principale dans la société. L'idée, c'est de permettre aux entreprises familiales de pouvoir transmettre leur entreprise sans supporter un impôt sur la succession trop élevé. Donc finalement, on a la solution à notre problème, puisque décidément, je suis quelqu'un d'économe, je décide de ne pas distribuer mes bénéfices. Je me retrouve donc avec des réserves. Mes réserves viennent majorer la valeur de ma société, la valeur de mes parts. Mais est-ce que ce sera un problème le jour où je vais donner ou vendre? Eh bien non, parce que si parmi les associés ou leurs héritiers se trouve quelqu'un qui fait de l'activité d'entreprise finalement son activité principale, on va pouvoir bénéficier, alors il faudra le travailler un petit peu, il faut y réfléchir, il faut garder cette information derrière l'oreille, de mécanismes du pacte du trait qui viendra exonérer 75%. Donc en fait, finalement, cette stratégie conforte les capitaux propres de l'entreprise, n'est pas mis à mal lorsque l'on transmet l'entreprise. Quelque chose aussi d'important, c'est que l'impôt sur les sociétés, vu que je paye de l'impôt et des cotisations sociales sur les sommes que je me distribue, j'évite un écueil que l'on retrouve dans les sociétés de personnes, j'évite de distribuer des sommes que je n'utilise pas. En effet, quel serait l'intérêt pour moi de venir payer de l'impôt et éventuellement des cotisations sociales sur de l'argent dont je n'aurais pas besoin? Là, je n'ai pas besoin d'argent, je ne me distribue pas. Donc ceci me permet finalement de faire en sorte que je prenne uniquement ce que je décide, et plutôt de l'autre côté que je décide de prendre uniquement ce dont j'ai besoin. Le régime actuel de l'impôt des sociétés de personnes, que vous connaissez tous, qui est différent de l'impôt sur la société, peut entraîner certains problèmes en termes de transmission, puisque dès lors est constaté un bénéfice, ce bénéfice est taxé automatiquement que je prenne ou pas les sous, et qu'est-ce qu'on fait? On a toujours tendance à distribuer ces bénéfices. Qu'est-ce qui se passe lorsque j'ai des bénéfices qui sont distribués aux associés, et à des associés, je pense souvent aux parents, qui ne prélèvent pas les revenus? Eh bien, on voit naître ce qu'on appelle des comptes courants, c'est-à-dire des créances de l'associé sur la société, et ces comptes courants-là sont souvent un problème au jour de la succession et de la transmission. Généralement, lorsqu'on est soumis à l'impôt sur les sociétés, on ne retrouve pas ce genre de problème. Maintenant, on va parler des conséquences du passage à l'IS. Parce qu'on se pose la question, c'est bien beau, je passe à l'impôt sur les sociétés, ceci me permet de payer, d'atteindre une certaine justice fiscale, de limiter mon assiette de cotisation sociale, de limiter mon impôt uniquement aux sommes que je prélève, me permet finalement d'éviter de voir des prélèvements obligatoires qui viennent entacher ma stratégie d'investissement, ma stratégie de transmission. Donc, je conclus que c'est particulièrement adapté pour moi. Encore faut-il que je puisse passer au régime de l'impôt sur les sociétés sans heurte. Rapidement, et là je vais être un petit peu rapide, sachez que le passage à l'impôt sur la société entraîne une cessation d'activité. Une cessation d'activité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on considère fiscalement, uniquement et pas juridiquement, que la société meurt. C'est un peu direct comme propos, mais c'est-à-dire que toutes les conséquences liées à la disparition de la société trouvent par principe à s'appliquer. Je ne vais pas aller sur les détails du monde de la fiscalité propre au monde agricole, mais des questions à ce moment-là se posent. Alors, par exemple, vous connaissez tous ce qu'on appelle les DPI, les DPA. Alors, CDPI, CDPA, par définition, c'est uniquement propre au monde agricole. Quand je passe à l'impôt sur les sociétés, c'est impossible d'avoir encore des DPI et des DPA dans le monde de l'impôt sur les sociétés. Donc, ce genre de bénéfices, vous voyez, au moment où j'arrête d'être soumis à l'impôt sur le revenu et où je passe à l'impôt sur les sociétés, boum, ils explosent, c'est pas tout à fait le mot, ils deviennent immédiatement taxables. Même chose au niveau des stocks. Le régime des bénéfices agricoles permet, pour les règles simplifiées, sous option, de choisir certaines méthodes d'évaluation des stocks, et par exemple les coûts du jour moins 30%. Je suis un peu technique, je le sais. Vous voyez, ça n'existe pas non plus sous le régime de l'impôt sur les sociétés. Pareil, la question des plus-values est, à mon sens,
fondamentale, c'est-à-dire que par principe, puisque j'arrête d'être soumis au régime des sociétés de personnes, passage à l'impôt sur la société est un fait générateur de constatation des plus-values. C'est quoi les plus-values? Différence de la valeur marchande de l'ensemble de nos actifs et de ma valeur nette comptable, génère une plus-value théoriquement taxable. Ceci dit, pour les plus-values, il existe un régime d'atténuation pour éviter que le choc fiscal soit trop important. Vous voyez bien là, on est sur des matières un petit peu techniques, que avant de choisir de passer à l'impôt sur la société, il va falloir réfléchir à ces conséquences-là. Pour être simple, je choisis de passer à l'impôt sur la société parce que je trouve ça très sympathique. Je choisis de faire une option par simple courrier, parce qu'en plus c'est pas cher, ça m'évite des frais inutiles, etc. Attention, des questions se posent. Est-ce que je vais avoir un profit sur stock lié au changement de méthode, la différence qu'il y a entre l'impôt sur la société et l'impôt sur le revenu? Est-ce que je suis exonéré de plus-value? Est-ce que je vais constater des plus-values? Est-ce que derrière j'avais des DPI, des DPA, termes un peu des abréviations un petit peu barbares, mais qui veut dire que j'ai bénéficié d'avantages fiscaux remis en cause au moment où je passe à l'impôt sur les sociétés? Toutes ces questions méritent d'être posées parce que, à défaut, si on a mal appréhendé l'ensemble des conséquences fiscales liées au passage à l'impôt sur la société, on peut finalement se retrouver dans une situation de profit exceptionnel, de surimposition au moment où je passe à l'impôt sur la société. Concernant les DPI, les DPA, les profits sur stock, alors, surtout les DPI, les DPA, il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut appréhender, chiffrer, vérifier finalement si le jeu en de la chandelle, et si finalement les conséquences sont vraiment dommageables, peut-être retravailler le projet. Concernant notamment les plus-values, sachez qu'il existe, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, un mécanisme qui permet d'éviter la claque fiscale, finalement, lorsque je passe à l'IS. Simplement, il faut que vous puissiez le travailler en profondeur avec un spécialiste, puisque vous l'avez sous les yeux, c'est un peu indigeste. Vous avez des textes qui sont assez précis, posés par le Code général des impôts, qui n'est pas le livre le plus sympathique à lire, mais un dossier bien travaillé permet notamment d'éviter les taxations en matière de plus-value. Je passe sur le diapo d'après qui reprend un petit peu ce que j'ai dit. La question qui se pose aussi, plein de questions se posent au niveau de la situation d'activité de l'entreprise. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau du bilan de mon entreprise, etc. Mais des questions se posent aussi au niveau de l'associé. En effet, l'associé, par exemple, exploitant d'un GAEC, d'une ORL, est titulaire de parts sociales. Bien, vous voyez, parce que la société passe à l'impôt sur les sociétés, la nature même de ces parts sociales change. Ces parts sociales qui étaient considérées comme professionnelles deviennent finalement, on considère qu'elles passent dans le monde du patrimoine privé. Là aussi, boum, taxation théorique, les possibilités d'y déroger. Parce que cette taxation théorique ne concerne que les associés exploitants et pas les associés non exploitants. Donc il y a plein de questions, je répondrai tout à l'heure. À long terme, alors, l'IS et ses contraintes. Il y a quand même des contraintes. Pour les sociétés commerciales, alors on a l'habitude, alors sachez que, on le verra tout à l'heure, pour atteindre l'IS, on a plusieurs méthodes, plusieurs moyens, l'option, la transformation, etc. Si je suis à l'IS et que je suis en société commerciale uniquement, je suis tenu à la publication des comptes. L'IS, c'est surtout un formalisme lié à la distribution des dividendes. Grosso modo, ça impose une capacité de gestion de l'entrepreneur bien plus importante. L'impôt sur le revenu, ce qu'on appelle l'impôt sur les sociétés de personnes, est souvent géré un petit peu familialement, comme à la maison, comme un individuel. L'impôt sur les sociétés nécessite une grande rigueur. Je ne prends pas des sous quand j'ai envie de prendre des sous. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Je prends des sous au terme d'une assemblée générale qui me décide de ma distribution. Si j'ai des besoins dans l'année, de partir en voyage, de construire une piscine, peu importe, et que je décide de distribuer les dividendes, attention, il y a un formalisme. Un procès verbal de l'Assemblée générale. Deux, un formalisme lié à la distribution des dividendes, c'est-à-dire des déclarations, notamment fiscales. Donc, régime un petit peu plus contraignant, avec un peu plus de rigueur, et une nécessité d'avoir un vrai pilote d'entreprise. Sachez que quand je me distribue les dividendes, je vous ai parlé après des 30%, etc. Bon, j'ai parlé vite, alors peut-être que vous l'avez un petit peu déjà oublié. Donc, quand je me distribue les dividendes,
admettons que ces derniers ne soient pas soumis aux cotisations MSA, parce que sinon ça complique les choses. Et sachez que c'est la société qui paye pour moi les CG, CRDS, et aussi dans certains cas l'impôt sur le revenu. Donc je décide de prendre 100, je suis content. Attention, la société retiendra 30, qu'elle paiera directement à l'État, et au final, j'aurai 70. Donc si je veux 100, je reprends, je fais un calcul en 3 pour distribuer, non pas 100, mais plus que 100. Alors la particularité, c'est que l'IS a aussi chose qui s'adresse et aux clients et aux cabinets d'expertise comptable. L'IS est particulier en ce que la clôture doit être rapide, la clôture de l'exercice, tout simplement parce que l'IS doit être payé dans les 3 mois qui suivent la clôture de l'exercice. Pour payer l'IS, il faut connaître le résultat de l'entreprise. Pour connaître le résultat de l'entreprise, il faut arrêter les comptes. Pour arrêter les comptes, il faut avoir transmis régulièrement les documents comptables pour qu'ils puissent établir la liasse fiscale. Attention aussi, l'année de passage, il y a quelque chose à regarder. Je passe à l'impôt sur les sociétés. Il faut faire attention aux surcoûts liés à l'année de transition. Là, c'est un petit peu complexe, mais sachez qu'il faut veiller à une chose, c'est que je n'ai pas en même temps mon premier impôt sur les sociétés à payer, en même temps que j'aurai le solde d'impôt sur le revenu lié à ma dernière année d'impôt sur le revenu. Alors, petit schéma que vous pourrez vous repasser parce qu'un peu complexe. Vous voyez, ceci, ça illustre exactement ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire que mon résultat 2018 était un résultat des bénéfices agricoles. Je vais finalement finir par payer mon impôt sur le revenu, mon solde, le 15/9/2019. Attention, parce que si entre-temps, je suis passé à l'impôt sur les sociétés, étant donné que l'impôt sur les sociétés, je dois finalement payer mon impôt sur les sociétés à 3 mois de la clôture de mon exercice, et dans mon exemple, vous voyez, ici, je clôture le 31 mars, mais je me retrouve finalement en 2019 à verser avant le 15 juillet 2019 mon impôt sur les sociétés lié à ma clôture du 31 mars 2019, mais en même temps, je risque dans les mois qui arrivent de verser mon solde de l'impôt sur le revenu qui lui était lié à mon résultat 2018. Alors ceci devrait s'estomper avec les problèmes à la source, mais cette gestion de la trésorerie dans le passage d'un régime à l'autre est important puisque souvent zappé par les clients et par les professionnels. L'IS et ses contraintes. Alors, premier point, et ça, dans le monde de l'agricole, c'est quelque chose qui nous semble important de souligner, prohibition des comptes courants débiteurs. Alors, dans les sociétés commerciales, c'est clair, c'est un abus de biens sociaux, c'est pénalement interdit. C'est quoi un compte courant débiteur? Eh bien, j'ai droit des sous parce qu'on a voté une rémunération que je distribue des dividendes. Si je prends plus que ces sous que l'on m'a accordé, je fais un vol. Je vole ma société. Ce vol-là, c'est un abus de biens social dans les sociétés commerciales. Ça veut donc dire que c'est pénalement répréhensible. Ceci dit, même dans les sociétés civiles, avec le RLCEA, même si ce n'est pas qualifié d'abus de biens social, le fait de prendre des sous de façon non justifiée, c'est-à-dire qui ne correspond ni à une rémunération, ni à une distribution de dividendes, eh bien, ceci peut être assimilé à ce qu'on appelle une distribution occulte, et donc forcément taxée. Une gestion plus stricte des prélèvements, ben, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, quand je parle de rigueur, c'est-à-dire qu'on ne prend pas les sous parce qu'on a envie, on prend des sous parce qu'on a décidé d'un montant où on sait très bien qu'il y a une conséquence à prendre des sous. De prendre des sous, ça veut dire qu'il va falloir un jour ou l'autre le rémunérer, ça va être une rémunération. Donc, je limite les prélèvements aux décisions que j'ai prises, c'est-à-dire en assemblée générale. Et une particularité dont l'actualité nous dit qu'elle serait mise à mal, mais on ne sait pas encore, puisque la loi de finances n'est pas votée, c'est le caractère non révocable de l'option à l'impôt sur les sociétés. Une fois que j'ai fait le choix d'opter à l'impôt sur les sociétés, j'ai fait le choix d'opter. Terminé. Pas revenir en arrière. Alors, on ne peut pas préjuger de l'actualité législative en cours où on nous parle d'une possibilité d'avoir un droit de repentir. Il existe des petites techniques aussi pour contourner ceci, mais bon, sachez que si vous passez l'impôt sur les sociétés par option, par courrier, tout simplement, eh bien, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Donc, il vaut mieux travailler, vraiment, stimuler, travailler, pour être certain que le choix d'impôt sur les sociétés est un bon choix. Et enfin, quelque chose qui est un peu important, notamment en matière agricole, c'est l'absence d'exonération de plus-value. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je vends un tracteur, par exemple, ou quand je vends un fonds de commerce, c'est la même chose. Hein. Je peux être, quand j'exerce, soit sous forme individuelle, soit
via une entreprise, une société dite de personnes, et quand je vends un bien à 100 alors que le comptable coûtait 0, je constate une plus-value, mais dès lors que je suis en dessous de certains seuils de chiffre d'affaires, je suis exonéré. Et ici, quand je revends du matériel ancien, finalement, je n'ai pas d'imposition sur la revente de ce matériel. Ça n'existe pas lorsque je suis soumis à l'impôt sur la société. Et comme je vous l'ai expliqué, alors là aussi, c'est des grands débats au niveau de l'Assemblée nationale, mais pas revenir là-dessus. Hein. Pour moi, tant que les choses ne sont pas votées, elles ne sont pas votées. Perte des mécanismes purement agricoles. Vous les connaissez, la moyenne triennale qui permet finalement d'arriver à de lisser les revenus, la DPI, la DPA, l'étalement de certains revenus exceptionnels. La décote, le cours du jour moins 30%, qui est une façon d'évaluer les stocks, tout ceci est propre au régime des bénéfices agricoles. Quand je passe à l'impôt sur la société, tout ça n'existe plus. Non seulement il faut faire attention à la transition, que je ne me prenne pas de claque fiscale, mais également sur le plus long terme, c'est apprendre à vivre sans l'existence de ces mécanismes-là. Comment passer à l'IS maintenant? Admettons, je suis sur ma troisième partie, on m'a présenté l'IS, j'ai compris qu'il y avait une certaine justice fiscale, voire une manière d'optimiser finalement les prélèvements. J'ai compris que le passage à l'IS, il fallait un petit peu le réfléchir et que ça pouvait, si on passe de façon un peu abrupte, ben finalement ça peut se retourner contre nous. Et maintenant, comment j'y passe à l'IS? Eh bien, c'est simple. Si déjà je suis en entreprise individuelle, il faut déjà que je fasse une société, parce que l'impôt sur la société égale société. Certes, il existe aujourd'hui la fameuse EIRL, qui est une entreprise individuelle à responsabilité limitée, qui permet de passer à l'IS. Si j'enlève cette particularité-là, activité individuelle égale, je prends mon entreprise individuelle et je la mets au capital d'une société soumise à l'impôt sur la société. Si par contre je suis déjà en société, avec EIRL, CEA, finalement, je peux passer à l'IS comment? Soit en optant, je fais mon papier, je dis bon, je veux passer à l'impôt sur la société, avec le caractère irrévocable dont je viens de parler, soit je peux passer à l'IS en transformant ma société en société commerciale. Et oui, les sociétés commerciales que sont SARL, SAS, très à la mode, sont de droit à l'IS. Donc, si je transforme ma SCE en SAS ou en SARL, je passe automatiquement à l'impôt sur les sociétés. En pratique, comment ça marche l'option? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un papier avec bonjour, tous les associés signent, c'est une obligation, nous souhaitons passer à l'impôt sur les sociétés. Et on le notifie dans les 3 mois du début de l'ouverture de l'exercice à l'administration fiscale. Hop, vous avez un modèle qui est reproduit. Enfin, donc les deux manières, c'est j'opte à l'IS, ou je transforme ma société qui se trouve naturellement à l'IS. Enfin, il existe une troisième façon d'atteindre indirectement cette fois-ci l'impôt sur les sociétés, c'est ce qu'on appelle l'externalisation, c'est-à-dire en fait, je garde ma société telle qu'elle, soumise à l'impôt sur le revenu, et au lieu d'opérer un changement de régime fiscal dans la société, j'externalise, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je prends les parts sociales qui sont les miennes, et finalement, je les apporte à une société qu'on appelle holding, là aussi, c'est très la mode, une société holding qui, elle, est soumise à l'impôt sur la société. Pour faire simple, c'est la théorie du panneau de déviation. Au lieu que je sois moi-même associé, pour toutes les parties, ce n'est pas moi, mais une société soumise à l'impôt sur la société, constituée de moi, qui devient associé de ma société d'exploitation. Qu'est-ce qui se passe? Bien, mes revenus agricoles, les revenus de ma SEA, par exemple, deviennent, le résultat et les comptes annuels restent, sont établis selon les règles des bénéfices agricoles. Et au moment où le bénéfice est établi et au moment où il est ventilé entre les associés, il est finalement redéterminé selon les règles de l'impôt sur les sociétés. Et au lieu que ce soit moi qui appréhende les revenus, c'est finalement ma société qui appréhende les revenus. Alors, ces mécanismes-là sont surtout utilisés pour pallier finalement les dangers, les risques liés à un passage abrupt à l'impôt sur les sociétés. Je ne reviens pas sur les avantages et les inconvénients et l'utilité des sociétés holding, ce n'est pas l'objet du webinaire, mais la question pourrait se poser, hein, c'est mais finalement, pourquoi, je ne comprends pas, pourquoi d'un côté on opte, pourquoi d'un côté on fait intervenir cette holding, c'est compliqué. Une société, quand j'opte, c'est que finalement j'ai des revenus agricoles,
je décide de maîtriser mon activité agricole, je ne veux pas être taxé sur finalement l'investissement que je fais, le matériel que j'achète, sur ma propre activité, ma propre activité agricole. Le, le fait de passer par une société holding répond à une philosophie un petit peu différente, répond à la volonté de dire, ben, finalement, ma société n'a pas forcément tant besoin que ça d'investir, mais par contre, moi, personnellement, je n'ai pas besoin d'avoir des sous non plus. Donc, j'aimerais plutôt que cette société puisse, comme d'autres sociétés par ailleurs que je pourrais avoir, servir finalement de pompe pour alimenter une société qualifiée de holding qui, elle, aurait pour objectif non pas de distribuer à ces personnes physiques les revenus, mais plutôt de se livrer à divers investissements dans d'autres sociétés, d'autres entreprises, éventuellement dans l'immobilier. Donc une finalité un petit peu différente et complexe et qui mériterait qu'on s'y attarde longuement. Donc je ne vais pas y revenir puisque c'est assez complexe. Hop là. Alors en conclusion, ça c'est important, ce qu'on a abordé aujourd'hui, quand même quelque chose qui est éminemment technique. L'économie fiscale du choix, lorsque je passe à l'impôt sur les sociétés, l'économie fiscale peut être importante, notamment en présence d'une véritable stratégie d'investissement ou de patrimonialisation. L'impôt sur les sociétés, pour uniquement se distribuer tous les bénéfices, je ne suis pas absolument certain qu'il permette d'avoir une économie énorme. L'idée, c'est plutôt d'aller vers ce justice fiscal dont j'ai parlé, c'est-à-dire éviter qu'on prélève des sommes sur des revenus, des bénéfices que je réinvestis. L'économie sociale peut être importante dans les mêmes cas de figure que présenté ci-dessus, mais également en cas de distribution de dividendes. Alors, oui, il y a une optimisation fiscale à passer à l'impôt sur la société. D'une part, je ne paye, je ne cotise que sur l'argent que je prélève, et encore. Quand je dis et encore, ça veut dire, ben oui, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, la somme que je qualifie de rémunération de mon travail que je perçois chaque mois supporte des cotisations sociales. Les dividendes, dans certains cas, c'est-à-dire les bénéfices que je décide de distribuer en fin d'année, peuvent ne pas supporter les cotisations sociales. Donc oui, il peut y avoir un gain en matière de cotisations sociales, mais attention, qui dit je cotise moins égale j'ai moins de droits, retraite, protection sociale, etc. Cependant, même si ça peut paraître à un premier abord quelque chose particulièrement adapté à ma situation, prenez garde quand même, puisque finalement, le passage abrupt à l'impôt sur la société peut être un danger colossal. Donc ça, sur le court terme, il faut faire bien attention à bien appréhender les conséquences du passage à l'impôt sur la société. Et sur le long terme, ben, finalement, c'est un changement de gestion avec beaucoup plus de rigueur. Et finalement, on perd certains avantages agricoles, mais dès lors qu'on a appréhendé que ces avantages-là, finalement, ne nous apportaient pas grand-chose, ce n'est peut-être pas si grave. En tout cas, que ce soit sur le court terme ou le long terme, il est intéressant de savoir où on va et d'avoir peut-être quelqu'un qui nous épaule, qui nous conseille, pour nous permettre de dresser ensemble un cap et de véritablement connaître les conséquences liées au choix finalement que l'on fait. Alors, j'ai fait le tour à peu près de l'ensemble des diapos. Vous avez un message, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, j'attends éventuellement vos questions. Alors, je remonte un petit peu, j'ai vu qu'il y avait des petites questions. Hop là. Hop là. Alors, dans le cadre où nous sommes déjà en SARL à l'impôt sur le revenu, le passage à l'IS constitue aussi une cessation d'activité. La réponse, c'est oui. En fait, la cessation, dès lors qu'on change de régime fiscal, il y a cessation d'activité. Alors, comme je vous dis, il n'y a pas forcément péril à la demeure, mais il faut regarder, grosso modo, il y a une dizaine de points à évaluer, c'est conséquences en termes de plus-value sur le matériel ou sur l'ensemble des actifs, conséquences en matière de plus-value éventuellement sur les parts sociales, conséquences en matière de particularité agricole, si vous êtes agriculteur. Le webinaire ne s'adresse pas qu'aux agriculteurs. Les conséquences, parce que le monde agricole est plein de particularités qui n'existent plus sous l'égide de l'IS. Donc la réponse, sans aller dans le détail, c'est oui. Je regarde un petit peu. Alors je réponds parce que vous me demandez dans le cadre où nous sommes déjà en SARL hier, le passage à l'IS constitue-t-il une cessation d'activité? Donc vous avez compris, la réponse est oui. Ou s'agit-il juste d'une demande d'option? Ben, c'est une demande d'option, mais qui entraîne une cessation d'activité.
Ça, c'était la question que j'avais. Et après, il y a beaucoup de problèmes techniques. Je vois, je remonte. Est-ce que vous avez des questions particulières ou pas? Je suis disponible pour répondre à vos questions. Bon, l'absence de questions. L'absence de questions, je n'en vois pas.